à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission, la dernière de la semaine. Je suis ravie de vous retrouver. Le Hellfest vient juste de refermer ses portes et si vous y êtes allé, vous n'avez pas pu passer à côté de son trône réalisé en Gibson, nom d'une célèbre marque de guitare. Et ce trône a été créé par un artiste vendéen, Julien Vrignot. Mais attention, son talent et son travail ne se limitent pas au Hellfest. Julien Vrignot est un véritable décorateur que nous recevons sur le plateau de la grande émission, un touche-à-tout qui apprend vite, qui est curieux de tout et qui, il paraît, ne dit jamais non à un nouveau projet, à un nouveau défi. Et il n'a pas dit non pour venir nous parler de son métier sur le plateau de la grande émission. Parler de son métier mais aussi de sa passion, on va en parler avec lui. Mais avant de l'accueillir, j'accueille sur le plateau les chroniqueurs du vendredi. Aïda et Jérémy. Bonjour, ça va Aïda ? Bah écoutez, comme c'est un peu l'heure de l'apéro, je suis un peu en mode vacances, mais ça va et je vais essayer de rester concentrée jusqu'à la fin de l'émission. On va parler des bouquins qu'on va pouvoir lire sur la plage ? Oui, exactement. Je vous ai pris d'abord des livres plus jeunes, young adultes, très bien, plutôt, parfait. pour la première partie. Et puis après quelques livres, voilà, enfin, vous verrez. 2 qui sortiront en rentrée littéraire. D'accord. Et puis un très facile, une histoire d'amour, tout ça, parce que forcément, je ne pouvais pas clore la saison sans une histoire d'amour. Non, voilà. Aïda, elle parle d'histoire d'amour. C'est mon fonds de commerce à moi. C'est son truc. Jérémy, BD. BD, oui. Et alors manga. là, moi, pour le coup, en partie, il va y avoir une bande dessinée et un manga. Et pour cette semaine, je vais faire un petit peu mon chevalier blanc, quelque part. Parce que là, on arrive sur la fin de la période scolaire. Bientôt, c'est les vacances. C'est les vacances. Pour beaucoup, ça revient à quitter leurs petits camarades et ils sont pas forcément très bien. Pour d'autres, c'est une vraie délivrance. Parce que parfois, ça se passe pas toujours très bien à l'école. Ouais. Et ce sont 2 ouvrages qui parlent de ces difficultés qu'ils peuvent avoir pour ceux qui sont un peu chahutés, voire carrément harcelés. Et ce qu'ils peuvent faire vis-à-de ça et les conséquences que ça peut avoir. Ah, bien. Donc pédagogique. Complètement. Très bien, on verra ça tout à l'heure. Évidemment, troisième partie, il y a Max. Max, il est là, alors on ne sait pas, il est peut-être sur le plateau, mais il est peut-être transparent, on ne sait pas, c'est le magicien, on verra ça tout à l'heure. Mais d'abord, nous recevons Julien Vrignot. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la grande émission. Alors Julien, je voudrais juste, on va en parler pendant l'émission, mais je voudrais juste qu'on montre une photo. C'est la fameuse photo du trône. Ce fameux trône en Gibson, en noir mat. Alors si vous êtes allé au Hellfest, et Dieu sait qu'il y a eu du monde au Hellfest ce week-end, dont vous Julien, on ne pouvait pas passer à côté de ce fameux trône. Mais alors, on ne va pas tout dévoiler, on va en parler pendant toute l'émission. Vous êtes pas mal sur ce trône, Julien. C'est vrai que ça vous va plutôt pas mal. On m'a toujours dit que j'étais bien sur le trône. Pardon, on l'a fait une fois, c'est bon, merci. Julien, vous êtes resté les 3 jours au Hellfest ? Oui, pas la journée complète, j'y allais que l'après-midi, la chaleur étant. Oui, ouais, voilà. Comment ça s'est travail. passé ? Parce que vous êtes un témoin privilégié de ce Hellfest. Comment ça s'est passé ? Il y a eu du monde C'était encore plus gros que les autres années, c'était génial. Avec encore des nouveautés, le VIP a encore changé de place. Les décors. Enfin, c'est n'en déplaise aux métalleux, c'est un peu le Luna Park en fait maintenant. Ouais, pour beaucoup de métalleux, c'est devenu le Luna Park. Et les gens viennent Mais aussi. Mais il y a des gens qui ça. viennent pas que pour le métal justement, ils viennent aussi pour la décoration et pour tout ce qui en découle. Enfin, c'est génial, il y a une ambiance incroyable. On aime ou on n'aime pas, mais une musique quand c'est en live, c'est toujours bien différent. Bien sûr. Et on prend goût à ça. Il y a 3 ans que je bosse avec le Hellfest. Il y a 3 ans, j'écoutais pas de métal et maintenant dans mon atelier, j'en mets quoi. Donc, ouais. Je l'ai dit dans mon introduction, vous résumez au Hellfest, non. Alors, comment on pourrait qualifier votre travail ? Parce que nous, on a mis sculpteur, designer, etc. Mais en fait, on ne sait pas trop. Parce que vous êtes quoi, en fait ? Je crois que vous n'arrivez même pas, vous, non, je ne sais même pas définir, en fait. C'est un peu compliqué quand on me demande vous faites quoi dans la vie ? Je ne sais pas trop, en fait. Allons-y par étapes. Alors, commençons par le début. Vous connaissez en pas. fait, je réalise ce qu'on me demande, en fait. C'est ça. Mon fonds de commerce, comme je dis, c'est quand ça n'existe pas, je le réalise. Je réalise ce qui n'existe pas, ça. Exactement. Donc là, un trône en guitare, un canapé en cercueil. Là, on a vu passer un lustre avec des flûtes à champagne. Enfin, c'est... Un fabricant de rêve, en fait. Ouais, c'est un peu ça. En fait, joli, ça. Il y a des gens qui... Ouais, c'est bien, je vais le mettre ça sur ma carte. Ah, en fait. c'est pas mal, ouais, c'est bien ça. Déposez les droits. Fabricant. Un petit remerciement, ça suffira. Non, mais des gens viennent avec une problématique et puis avec quelque chose, un souhait, et puis je le réalise. Ou alors juste ils ont eu une inspiration, ils ont eu quelque chose quelque part, et puis ils veulent que je réalise aussi, quoi. Donc, mais il y a de la décoration intérieure, il y a de la décoration extérieure aussi. Ouais. Enfin, il y a plein de choses. Ouais. Si on vous qualifie de designer, vous l'acceptez ou pas ? Oui, c'est un peu ça, sachant que en fait, du coup, moi, je fabrique aussi. Bien sûr. Il y a beaucoup de designers qui simplement dessinent. Et après, c'est des bureaux d'études et qui prennent des le relais derrière. De fabrication. Ouais. Moi, j'aime bien mettre un point d'honneur à dessiner, réaliser et mettre en place. Donc c'est vraiment toutes les étapes en fait.
Et c'est vraiment ce qui me plaît. Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'au départ, c'était la cuisine. Ah oui, c'est... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait cuisine parce que tout petit, je voulais faire de la cuisine. En fait, ma mère, tu veux faire quoi? Cuisinier. Et je voyais pas autre chose à faire. Ouais. Donc j'ai fait une école hôtelière basique, quoi. Et puis j'ai fait un parcours scolaire. Je me suis arrêté assez tôt quand même. Je me suis arrêté avant le bac. J'ai toujours travaillé et puis un jour j'ai découvert le bar en fait. Donc après là c'était une révélation. Le bar dans le bar, pas bosser derrière un bar. Oui, en fait. c'est voilà, ça. Ouais. J'ai découvert bosser derrière un bar. C'était une révélation en fait. Donc j'ai fait ça pendant quelques années. Et puis après j'ai bossé dans un. On m'a demandé si j'étais capable de refaire un restaurant. J'avais jamais touché un pinceau. Décorer. En fait, je postulais pour un poste qui m'a été refusé. Mais on m'a dit, on a peut-être un truc pour toi. C'était à Longeville, plage du Rocher. Et il me dit, rendez-vous demain matin. Donc le lendemain matin, je me pointe. Et il me dit, voilà. Alors il y avait 2 établissements. En plus, c'était chaotique. La route était défoncée parce qu'ils avaient tout refait. Et puis il me dit, voilà, ici on va faire un restaurant et là on va faire un bar. Est-ce que tu te sens capable? Oui, pourquoi pas. Mais c'était au bluff presque parce que j'avais jamais touché un pinceau, ni une truelle, rien. Mais ça veut dire qu'ils avaient senti aussi que vous étiez dans je sais pas. déco, ils ont peut-être regardé vos bras, votre taille. Non, mais peut-être pas. J'ai aucune idée. idée. Je pense qu'ils étaient inconscients à l'époque peut-être. Et puis ils m'ont dit, je dis pas de souci. Dans combien de temps? Dans 1 mois. Bon va falloir cravacher quoi. Il va falloir bosser. Donc c'était et j'ai commencé à bosser dans le restaurant le lendemain de Xynthia. Ah oui, d'accord. Et puis voilà, donc j'ai bossé pendant 18 mois pour eux, et puis ils m'ont gentiment remercié après. Ah, sympa. Ouais, bon, c'était une petite Vous histoire. avez fait toute la déco? Toute la déco, donc j'ai refait toute la déco, du sol au plafond en fait, avec une déco après. C'était très rock'n'roll, donc il y avait le sol en damier, un karting avec un squelette dedans, enfin c'était déjà... Il y avait déjà là, c'était déjà une déjà touche un peu. Ouais. D'ailleurs, vous qualifiez votre style. Il n'y a pas un mot en lien avec les... Non, pas les celtes ou je sais pas quoi. Non, pas du tout. Pardon. Non. Bon, je me suis plantée. C'est pas grave. Et, mais il y avait déjà cette tendance un peu, rock, un peu. métal. Très rock. Puis du coup, après, quand ils m'ont mis dehors, la décoration était à moi en fait, parce que j'avais acheté les éléments de décoration. Et puis donc toute cette décoration était entassée dans un garage. Et puis ne travaillant pas, je savais pas vraiment quoi faire. Donc j'ai un pote qui me dit, écoute, ma belle-mère elle a un garage, si tu veux venir t'installer et faire du bricolage, pas de souci. Donc j'ai commencé comme ça en fait. Vous avez commencé dans le garage de la maman d'un ami? Ouais. C'était au 102 rue Émile Gabory. D'où le site internet aujourd'hui, 102 Gab. Ouais. 102 Gab. Donc c'est la première adresse. Et puis le fil en aiguille, voilà, j'ai fait du détournement d'objets. Et puis c'est passé par le détournement d'objets. C'est passé par là, ouais. Qui est plus facile au départ. C'est plutôt simple avec pas forcément beaucoup de matériel. Quelques idées, il faut juste avoir les idées. Maintenant, dans les magasins de bricolage, c'est hyper simplifié. Ils vendent tout, des câbles, c'est déjà pré-câblé, il y a les ampoules et tout. Enfin, c'est très simple à faire. Et donc, finalement, oui, j'ai commencé comme ça, du détournement d'objets. J'ai refait des meubles, des fauteuils, des canapés, des trucs comme ça. Mais c'était très basique, quoi. Donc, je n'avais pas non plus un gros matériel. Et puis, de fil en aiguille, je réponds jamais non à ce qu'on me demande. C'est pour ça, il paraît que vous dites jamais non. On me demande est-ce que tu peux me faire ça? Ah oui. Et puis après, c'est à moi de me débrouiller. Après, je réfléchis. En fait. C'est ça en fait. Je me dis, en fait, non, c'était pas une bonne idée. C'est ça en fait, c'est ça. Avec quel processus je vais utiliser pour. C'est ça. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas centré sur un matériau spécifique. Vous ne bossez pas que le cuir, vous ne travaillez pas que le cuir ou le bois, vous travaillez. J'ai vraiment bossé tous ces matériaux en fait. Là, en plus, ce qui est génial, c'est qu'en ce moment, la tendance, elle est au brut. Donc le métal brut, le bois brut et le cuir, les tissus un peu épais. Et ça me convient tout à fait. Et j'adore la douceur du bois et tout le veinage, tout ça. Et puis après, le côté brut de la ferraille, je trouve ça top. Mais j'aime pas me cantonner à une seule matière et à une seule technique, quoi. Donc, est-ce qu'on peut quand même trouver un lien avec votre ancien métier, le côté créatif ou le côté... Ouais, après, j'ai pas fait beaucoup de cuisine en tant que telle, parce que je suis passé vite au bar. Après, c'est vrai que les vrais cuisiniers ils sont très créatifs, quoi. Il y a un côté créatif. Il y a un côté très créatif. Il faut pouvoir se renouveler et tout ça. Donc, dans la cuisine moderne, en plus, moi j'ai appris la cuisine, le b.a.-ba de la cuisine, donc les trucs très français, très traditionnels. Ouais. Donc, non, c'est. Mais est-ce que ce qui vous plaît peut-être plus dans votre travail, après on va évidemment le développer pendant toute l'émission, mais c'est le challenge peut-être. Ouais, de se dire, j'ai jamais fait ça et je vais y réussir, je vais le faire, je vais réussir. Ouais, c'est ça. J'aime pas trop l'échec, donc faut que ça marche. Faut que ça marche. Aujourd'hui, vous n'êtes plus dans le garage de la maman de votre ami? Plus du tout, non. J'ai passé par plusieurs étapes.
des ateliers de plus en plus grands. Et puis finalement, là, celui-ci, il fait 200 mètres carrés. Donc, Et on ne l'a pas dit, vous êtes installé à Venançon. À Venançon, voilà, juste pas très loin d'ici. On va reparler évidemment de votre travail, Julien. On va rentrer dans le détail et puis on va reparler de ce fameux trône là. Parce que, non, mais il est super impressionnant, puis super beau. Et il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi des canapés en cercueil, ou des cercueils en canapé, enfin, c'est pas trop. Voilà, on va parler de tout ça. Mais d'abord, on va faire un point livre avec Aïda. On parle bouquin. Oui, alors Adèle, il faut savoir que lorsque nous sommes au mois, nous arrivons fin juin et qu'on est mère de ados, jeunes ados, moyens ados, on voit arriver avec effroi les vacances d'été, parce que vous n'êtes pas sans savoir, monsieur, que les enfants, nos enfants, à part Snapchat et Instagram, il n'y a rien d'autre qui compte. Or, mon boulot, c'est de leur faire lire des livres. Ouais, c'est quand même donc, un peu ça. je meurs. Et surtout, je les vois passer leur journée les yeux dans les écrans en plein soleil, avec les volets fermés, parce que sinon, on ne voit pas l'écran. C'est sûr. Alors, j'ai essayé, voilà. Donc, du coup, je me suis dit, allez, je vais faire sur la première partie de chronique, je vais chercher des livres de ce qu'on appelle un peu young adulte. Donc ça va de, je dirais, les 13 ans jusqu'à notre âge, parce que nous sommes encore jeunes, n'est-ce pas? Alors, j'en ai choisi deux. Plus sérieusement, j'ai choisi Liz Siven. Liz Siven, c'est une jeune femme qui a commencé à écrire en 2012, qui marche déjà très bien alors que nous sommes seulement en 2017. Et son dernier s'appelle Saving Paradise. Il a un côté... Ah oui, parce que je le montre un peu mal. Non, c'est très bien, c'est parfait. Pour une fois, je bouge pas, je bouge plus. Alors, Liz Siven a une écriture, elle a une forme de gentillesse dans l'écriture. C'est pas du tout péjoratif quand je dis ça. C'est-à-dire qu'elle va faire une histoire qui est forcément une histoire palpitante parce qu'il faut qu'il se passe des choses parce que ça intéresse les jeunes. Là, en l'occurrence, une jeune femme qui est étudiante, Faustine Mésanger, a prévu surtout de faire des études, il n'y a pas trop de place pour l'amour, elle a une vie bien remplie et un père qui est chercheur, médecin-chercheur, qui est en train de travailler sur un vaccin anti-cancer. Et donc, sa vie bascule le jour où le laboratoire de son père prend feu parce qu'on soupçonne un attentat terroriste. On se rend compte que finalement, c'est bien plus compliqué que ça. Et cette fille se retrouve embarquée avec des gardes du corps dans une fuite en avant pour échapper à ces agresseurs qui en voulaient à leur père, au vaccin, etc. Et à la fondation qui mettait en place ce vaccin, sans savoir si ce sont des terroristes, si ce sont juste des mafieux, si c'est un labo qui veut le voler, ou si ce sont, parce que là, on arrive dans le côté qui plaît aussi aux enfants, et c'est quand même rassurant aujourd'hui qu'ils aient encore cette envie de magique d'Harry Potter quelque part, c'est que finalement vont arriver des personnages qui viennent, on a l'impression assez rapidement dans le livre, d'un autre monde, des voix qui résonnent dans la tête de Faustine, tout ça. Donc on va partir dans une course-poursuite où le réel et l'irréel se mélangent pas mal. Il y a un vrai côté haletant, thriller, tout ça. Et Liz Siven a un style... Les autres, je les présente très rapidement, ne vous inquiétez pas sur le temps. Liz Siven a un côté... Autant on a une vraie histoire qui se déroule avec un garde du corps dont on tombe amoureuse parce qu'il est tellement beau garçon, etc. En tant que lectrice. Mais forcément, les jeunes filles, ce sont les filles qui lisent toujours les livres. Donc voilà. Et donc, il y a une histoire d'amour, mais il y a une forme de gentillesse, de style très élégant. Alors, pour plus proche de chez nous, je le présente, je le montre juste. Ghislain Fernandez, c'est un livre dont l'action se passe pas loin de chez nous, à Quimper. C'est encore une histoire d'enfant qui veut être embarqué dans une histoire un peu fantastique. Ils vont se retrouver sortis de notre monde d'aujourd'hui dans un monde parallèle peuplé de dragons, comme vous le voyez là, un peu en l'eau magique. Et puis, pour les parents qui sont courageux et qui vont y arriver, mais il n'y en aura pas beaucoup, ça, moi je vais essayer. Personne n'y arrivera, mais je vous le dis. Essayez-le, les parents. Alors, Maupassant, L'inutile beauté et autres nouvelles, c'est la dernière nouvelle de Maupassant. C'est celle dont il disait lui-même que L'inutile beauté est la nouvelle la plus rare que j'ai jamais faite, écrit Maupassant. Ce n'est qu'un symbole. Donc, on retrouvera tous les symboles de ce qu'on connaît dans l'œuvre de Maupassant. Après, moi, je trouve que Maupassant est très facile à lire. Je trouve qu'il est facile à lire. Après, il faut qu'ils aient envie d'ouvrir Maupassant, les gamins. J'ai fini. Eh ben, ça serait super. Et c'est votre challenge de l'été. Moi, je vais avoir les noms des personnes qui lisent L'inutile beauté de Maupassant à la rentrée en septembre prochain. Merci beaucoup, Aïda. On se fait une courte pause et on reparle du travail de Julien Vrignot qui est sur le plateau de la grande émission.
De retour dans la deuxième partie de cette grande émission consacrée à Julien Vrignot, qui est alors sculpteur, designer, entre autres, parce qu'on ne sait pas trop comment le qualifier, vu qu'il fait plein de choses différentes. C'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. Et Julien, il est à Venanceau, et surtout, c'est lui, entre autres, qui a fait le fameux trône du Hellfest, le fameux trône en Gibson. On va en reparler d'ici quelques instants, bien sûr. D'ici quelques instants aussi, le début de la chronique de Jérémy sur les mangas, la BD, et puis la suite de la chronique de Aïda sur les livres. Et il y aura Max, évidemment, en troisième partie. Julien, on a vu ce fameux trône, mais il n'y a pas que ça. Vous faites aussi beaucoup vous utilisez beaucoup d'éclairage, beaucoup de lumière, et de plus en plus. C'est pas ce que vous utilisez. C'est mon domaine de prédilection, c'est vraiment ce que je préfère. Ouais. L'éclairage, parce que c'est ce qui va vraiment déterminer l'ambiance d'une pièce. C'est ce qui fait qu'on va se sentir bien. Et il y a beaucoup de gens en fait qui dénigrent un peu et qui mettent ça de côté la décoration, dans la décoration de leur maison. Le fait de bien éclairer quelque chose. Mais c'est vraiment ce qui va déterminer qu'on se sente bien dans une pièce ou pas. Et puis j'adore le fait on fabrique quelque chose et quand on l'installe, bam, c'est vraiment quelque chose de. C'est pas magique parce qu'on sait comment ça fonctionne. On allume sur un interrupteur et ça et l'ambiance est complètement différente. Est-ce que vous créez un objet en fonction de l'éclairage, c'est-à-dire que et non l'inverse. Est-ce que vous adaptez l'objet en fonction de l'éclairage et pas l'éclairage en fonction de l'objet pour que ce soit J'ai plus tendance à m'inspirer déjà du lieu, de l'espace. D'accord, ça c'est important. Parce qu'on peut pas non plus mettre n'importe quoi. Et puis c'est en discutant avec les gens, savoir quand je vais en rendez-vous aux clientèles, ça dure pas une demi-heure, à moins que ce soit pour une prise de cote pour une verrière ou un truc comme ça. C'est beaucoup plus long. Là, on discute, on prend le temps, on voit leurs projets, ce qu'ils ont envie, puis on discute d'eux, et puis ce qu'ils ont envie vraiment. Si c'est plus cosy, si c'est plus dynamique, on va pas mettre du tout la même puissance d'éclairage, pas le même type d'éclairage. Après, ça fait varier en fonction du lieu et de la personne, quoi. C'est ça. Donc, pour prendre l'exemple du Hellfest, est-ce que vous avez fait des éclairages aussi pour certaines parties du Hellfest, notamment pour le restaurant, oui. Le restaurant. Ouais. Là aussi, vous avez. Alors, on voit l'image, c'est assez sobre. On pourrait s'attendre à quelque chose de beaucoup plus. C'était clairement le but. C'est ça. Là, c'est pour le restaurant VIP. On voulait quelque chose de très simple et très sobre. Là, on les a remis cette année et c'est la dernière année qu'on les met parce qu'on va les changer l'année prochaine. Oui, vous savez déjà. Ouais. Donc vous rempilez l'année prochaine pour le Hellfest. Oui, normalement, si tout se passe bien. Normalement, il y a déjà des projets dans les cartons. Ouais. Mais l'année prochaine, on va être sur des formes différentes. Ouais. Là, c'était, elles ont fait leur temps, quoi. Donc, quand vous bossez justement pour le Hellfest, est-ce que vous êtes force de proposition ou est-ce que, par exemple, Ben Barbeau, qui est le boss du Hellfest, vous dit non, moi j'aimerais bien un truc un peu comme ça, et vous adaptez en fonction de ses desiderata ou... Alors souvent Ben Barbeau a une idée et derrière c'est Johan Lenévé qui dit on peut faire ou on peut pas faire. D'accord. Donc souvent moi je traite avec Johan qui est le vice-président de l'asso. Ouais. Et c'est un mec super, c'est un mec en or et toujours réactif et extra, donc c'est lui qui m'a proposé le truc, vraiment. Après, c'est vraiment leurs idées. Par contre, pour le cercueil, ils m'ont dit, on a un espace qui s'est libéré, est-ce que tu peux nous mettre quelque chose ? Alors le cercueil, je crois qu'on a une image d'ailleurs, c'est un vrai cercueil. Ouais, c'est un vrai cercueil, c'est-à-dire qu'on vous livre des cercueils chez vous ? Ah, je suis allé l'acheter moi-même. C'est vrai ? Ouais, je suis allé l'acheter voilà, c'est ça. Ouais. C'est un vrai cercueil que vous avez transformé en canapé. C'est ça. Ça, c'est un cercueil américain. Ils sont différents de chez nous, en fait, les canapés européens. Ouais. Parce que chez nous, le canapé, c'est sarcophage. C'est une forme plus alambiquée. Je me suis déjà servi, en fait, du cercueil sarcophage pour faire une armoire aussi, pour une marque de Rome. Incroyable. Ouais, c'est Lord Jerry. On s'est croisés un soir et elle me dit, tu peux pas me faire une armoire en cercueil ? Je dis, si. Si, je vais la faire. Donc, j'ai fait une armoire en cercueil avec tous les plateaux éclairés et le couvercle s'enlève et peut se poser en trépied. D'accord. Avec leur logo, c'est une pin-up. Ouais. Donc en fait, du coup, la pin-up est rétro-éclairée à l'intérieur du couvercle. Et le canapé cercueil ou le cercueil canapé, je sais pas comment on dit. Combien de temps de travail, par exemple ? Il y a 2-3 jours de boulot. D'accord. C'est pas plus. Non, je m'attendais à ce que ce soit plus c'est que ça. C'est quand je commence un projet. Vous avez coupé un côté. Il faut couper, après il faut tout capitonner. C'est très étroit d'ailleurs. C'est très étroit. Ouais, c'est assez étroit, ouais. On n'est pas très à l'aise. C'est pour faire joli, ça. Non, c'est pour faire... Oui, on n'est pas... Pourquoi ça ne m'étonne pas qu'on ne soit pas très à l'aise Non, c'est assez... C'était rapide, mais quand je commence un projet, il faut toujours que je finisse. Alors j'ai appris avec le temps à
remettre au lendemain parfois, quand on fait des peintures, quand on fait des collages, des séchages. J'ai appris à le faire, à mes dépens, parce que du coup, il y a des choses il y a eu des petits soucis, donc il a fallu apprendre ça. C'est d'ailleurs que vous ne comptez pas vos heures. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un projet, vous êtes dans une espèce de bulle comme ça, et vous travaillez... parce que vous travaillez seul, on est d'accord? Ah oui, je travaille seul. Vous n'avez pas d'apprenti? Non. J'ai eu une stagiaire un jour, pendant 3 jours. Elle était ravie, donc à l'occasion, je reprendrai des stagiaires possible, mais je tiens à rester seul parce que j'ai du mal à expliquer déjà mon travail. Alors, expliquer à quelqu'un comment je vais faire, c'est impossible. Parce que moi, en fait, dans mon esprit, l'objet que je vais réaliser est déjà réalisé, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, quand je vais dire à quelqu'un, je vais vous faire ça, ça et ça, je sais déjà exactement comment je vais le faire. Donc, je ne peux pas expliquer à quelqu'un, là, il faut faire un trou de 6 ou machin. Ouais. Donc, là, autant le faire soi-même. Voilà, je préfère le faire seul. Ce qui veut dire aussi que vous avez des notions de menuiserie, que vous avez des notions de cuir, que vous avez des notions de ferronnerie. Donc, vous avez plein de petits boulots comme ça, enfin de petits boulots carrément d'apprentissage différents. Vous avez appris sur le tas. Tout seul, en faisant. En faisant. Ouais, c'est en faisant. Ouais. Pour la soudure, j'ai usé un paquet de baguettes avant de réussir une soudure propre. C'est ça. La menuiserie, j'ai abîmé beaucoup de bois avant d'y arriver. Et puis après, il n'y a pas de secret, il faut un bon équipement. Donc il faut gagner de l'argent pour réinvestir dans de l'équipement et se perfectionner. Ouais. Mais voilà, j'ai appris tout seul, vraiment, c'est autodidacte. Et ce qui est marrant, c'est que dans une interview que j'ai entendue de vous, vous avez dit qu'en fait, votre passion, parce que c'est devenu une passion, s'est construit au fil du temps. C'était pas une passion dès le départ. C'est-à-dire que c'est vraiment en travaillant que vous avez... Au début, oui, c'était histoire de m'occuper quelque part, quoi. Donc j'ai fait ça, c'était à mes heures perdues. Puis j'avais toujours après j'avais retrouvé du boulot, donc je travaillais et je faisais ça vraiment en dilettante. C'était même pas un mi-temps, c'était un hobby. Et puis au final, je me suis pris au jeu et j'aime vraiment le défi, le challenge, et puis réussir des nouveaux trucs. Et puis il y a aussi le fait d'avoir un peu de reconnaissance maintenant dans ce métier-là, c'est grisant et c'est agréable. Donc faut pas se le cacher. Et puis de se dire, c'est moi qui l'ai fait, quoi. C'est ça. Et de vos mains aussi. C'est ça. C'est pas quelque chose de pensé ou quoi que ce soit, c'est de vos mains. On va reparler. Puis moi, je voudrais qu'on parle quand même du Sol de Trône. Parce que je vois la tête de tous mes amis qui veulent avoir une Gibson au moins une fois dans leur vie. Et là, il y en a eu 80 qui ont été livrés chez Julien. Donc, on va en reparler d'ici quelques instants. Mais d'abord, on va faire un point BD, manga même, avec Jérémy. On parle de quoi, Jérémy ? Eh bien justement, pour le début, on va parler de la BD. Le manga, on va le garder pour après. La BD en question, c'est Sacha. Alors Sacha, c'est la petite rouquine qu'on voit ici en couverture. Mignonne comme tout, elle a 11-12 ans, elle rentre au collège comme beaucoup de jeunes. Sauf qu'elle est un petit peu garçon manqué sur les bords. Elle ne rentre pas dans les codes. Ça se voit qu'elle est plus garçon que manqué. Et forcément, le premier jour, quand elle arrive, elle rentre dans la classe, sa maîtresse lui demande d'enlever la casquette. Elle enlève la casquette et là apparaît une petite queue de cheval. Et alors là, c'est fini. Elle commence à se faire tomber sur le poil par tous ces petits jeunes qui, bien sûr, ont un langage particulièrement cru en règle générale. Ils sont pas tendres. Les enfants sont super cruels. Hein. Ils sont super cruels entre eux, bien souvent parce que ils commencent à avoir la faculté à piquer, mais l'empathie, ça s'est pas encore véritablement complètement révélé. Ce qui fait que derrière, ça peut poser des problèmes au niveau relationnel à partir du moment où on ne rentre pas dans le moule. Et clairement, elle arrive avec un t-shirt polo manche courte, avec le pantalon et les baskets. Elle a les cheveux court ou presque, et alors elle va avoir droit à tout, quoi. Tantôt elle va être pédée, tantôt elle va être lesbienne, etc. Elle va prendre toute l'école un petit peu sur le coin du nez. Par contre, elle a un caractère comme ça. Ça a l'air, parce qu'on la voit dès la couverture, quand même. Franchement, elle en veut. Et dès le départ, on la voit sur une page, il y a sa mère qui l'appelle, t'es prête à aller au collège? Et là, on la retrouve déguisée en commando avec le casque, limite la Kalachnikov dans le dos. Ah, c'est bon, on y va, je vais me les faire, etc. Donc elle a vraiment la niaque. Elle va se retrouver avec tout ce à quoi elle va être confrontée, et elle va y résister. C'est un petit peu un moyen aussi de donner quelques clés pour dire, voilà, si vous faites un petit peu chahuter, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Comment est-ce que vous pouvez esquiver ça ? Est-ce que vous en rigolez ? Est-ce que vous allez contre ? Est-ce que vous allez vous battre ? Est-ce que vous esquivez ? C'est vraiment un petit peu en fonction de chacun. Et puis, ce sont des petites choses qui fonctionnent. Voilà. À partir du moment où c'est juste une rumeur, on peut se battre contre. Il y a des outils pour ça, ou pour essayer de faire en sorte de la détourner. Ce qui n'est pas forcément le cas de la réputation. Et c'est ça qu'on verra dans le deuxième tout à l'heure. Dans le manga. C'est un bouquin qu'on pourrait aussi
proposé dans des écoles, par exemple? Alors clairement, il faut. Honnêtement, que ce soit celui-ci, le Sacha, ou que ce soit Silent Voice que je vais présenter juste juste après, c'est vraiment des choses qu'à mon avis, on devrait trouver dans tous les CDI de toutes les écoles de France et dont la lecture devrait être obligatoire. Parce que le problème alors, harcèlement, parfois, c'est un bien grand mot. Dans le cas de Sacha, ça va pas forcément jusque-là, parce qu'elle le vit pas démesurément mal. Mais on en trouve de partout. On a tous vu, même à l'époque où on était au collège, au lycée, il y avait la tête de Turc qui se faisait un petit peu chahuter, qui était un petit peu exclu avec le groupe de ceux qui sont ni forcément très beaux, ni forcément très bons élèves, ou parfois trop bons élèves. Ça permet de pouvoir désamorcer un petit peu, mettre le doigt sur des choses qui peuvent poser souci et expliquer à ceux qui sont plutôt côté tyran que non, ça fait du mal et qu'à un moment, il faut arrêter. On en avait parlé avec Michel Juchereau, qui est notre chroniqueur famille. Est-ce que ça marche, le fait de leur dire c'est pas gentil les garçons, il faut pas embêter Sacha? Apparemment oui. J'avais vu une émission il n'y a pas longtemps où ils avaient l'air de dire que surtout chez les plus jeunes, c'est le défaut d'empathie qui fait qu'ils n'ont pas de limite. Et à partir du moment où on les met devant le fait accompli que leur comportement blesse, il y a une prise de conscience qui fait que derrière, bien souvent, ils arrêtent ou parfois incapabilisent. Et c'est là qu'on va arriver sur le deuxième, que je présente tout à l'heure. Oh là, cet enchaînement de malades. N'est-ce pas attends, je l'ai bossé. Non, mais c'est un truc de malade, Jérémy. Tout le monde nous l'arrache. Aïda, on va parler de boulot. Écoutez, je crois que j'ai bien bossé aujourd'hui parce que pour une fois, j'ai rien de lugubre. Oui, c'est plutôt côté Jérémy. Là, je crois que je lui ai filé le micro. Moi, ça va, je parle d'amour. Aïda, on parle d'amour. Alors, je vous ai choisi un livre qui se lit très facilement, un livre qui peut se lire sur la plage. Alors, le titre déjà dit tout, En amoureux. Je suis sûre que c'est pour ça que vous l'avez... C'est le titre qui vous a... Pour tout vous dire, c'est parce que je connais Arnaud Guillot, que j'avais lu le précédent, qui était pas mal, qui avait eu des prix, et que je l'ai reçu. Donc je l'ai reçu, je connais l'auteur, je l'ai lu. L'histoire, le livre s'ouvre sur une histoire débutante. Ça a toujours le charme des histoires débutantes. Le personnage principal, Paul, sort d'une rupture amoureuse un peu compliquée. Ninon est une femme mariée qui s'ennuie dans son mariage. Ils sont dans une fête d'amis. L'été va débuter. Et donc voilà. C'est une histoire qui démarre doucement. Elle est faite de beaucoup de promenades dans un Paris que l'été a vidé de ses habitants. Voilà, il y a tout le côté romantique, tout ça. Il n'y a pas plus romantique. Donc on se dit au début, j'espère que tout le livre ne va pas se promener dans Paris parce qu'on va risquer de s'ennuyer un petit peu. En fait, non, très rapidement, Ninon, qui ne voyage pas beaucoup, qui n'a jamais vu les Cyclades, a envie d'aller voir la mer turquoise et amène son amoureux voir la mer. Et là, les choses vont changer. Il va y avoir un gros mouvement qui va faire que les choses ne sont peut-être pas telles qu'on les imaginait, que ça ne ronronne pas tant que ça. Voilà, la conclusion, c'est que l'amour réserve parfois des surprises. Donc voilà, ça se lit très facilement. Je ne vous en dévoile pas plus parce que sinon je dévoile la fin. Donc Arnaud Guillot aux éditions Aloïse d'Ormesson. Et puis je vous signale juste, parce que j'avais promis de ne pas dépasser sur la deuxième partie mon temps que j'ai explosé en première. Comme c'est ma dernière chronique de la saison, je crois bien, aujourd'hui, ou peut-être, en tout cas, c'est la dernière chronique 2017, je suis très frustrée, je reçois déjà évidemment comme nous tous les livres de la rentrée littéraire, qui va être donc l'automne. Et puis je vous signale juste la sortie, puisqu'ils sortiront cet été quand nous serons en vacances et que ce sont deux auteurs que j'aime beaucoup. Je vous ai choisi deux qui sortent au mois d'août, parce que c'est encore la plage, c'est encore l'été. Alors Dominique Diance, c'est Autre amour, j'avais pas fait exprès. C'est Encore amour dans le titre. Dominique Diance, c'est son 8e livre, je crois. Elle a une vraie plume, elle était chez Desnoël avant, là elle passe chez Robert Laffont, elle est passée par Aloïse d'Ormesson aussi. Ce sont des livres qui sont très allaitants, qui sont forts d'habitude. Et là elle vient sur... ce n'est pas un thriller psychologique pour une fois, c'est une histoire vraie de ce qu'on appelle le transfert en psychanalyse. C'est l'histoire d'une femme qui, suite à un événement sentimental fort, va faire une psychanalyse et qui tomberait dingue amoureuse de son psychanalyste. Alors, le livre va traiter de ce qu'on appelle le transfert, qui est une réalité en psychanalyse. Voilà, il sort le 17 août, je crois. Et au mois d'août aussi, Gaël Noin, Légende d'un dormeur éveillé, aux éditions Aloïse d'Ormesson cette fois-ci. Moi, je suis très fan de Gaël Noin. Je crois que j'avais chroniqué La part des flammes, son précédent ici. C'était un livre magnifique que j'ai vraiment beaucoup aimé. Celui-ci, je viens juste de le recevoir sans les épreuves. C'est même pas le livre fini. La classe. Vous avez vu ça? C'est la classe. J'ai hâte de le lire. Il est un peu gros, donc il va me faire un bon moment dans l'été. Mais je sais, sans l'avoir ouvert, que c'est un livre que je vais aimer. Donc au mois d'août, si vous avez un doute, prenez celui-là. Aïda, elle sait
sans ouvrir le bouquin, que ça va lui plaire. Ça, c'est un truc de dingue. Si, quand on suit un auteur, quand on a déjà lu, on peut parfois être un peu déçu, mais on sait à quoi ça... Enfin, moi, en tout cas, globalement, je sais un peu... les livres se ressemblent souvent, comme la musique, peut-être aussi un peu. Ouais, un musicien ou un chanteur sera un peu sur un style qu'on connaît. Après, il va plus ou moins nous plaire, mais on sait à quoi s'attendre. Voilà. Bon, j'arrête, j'ai dépassé finalement. Non, c'est très bien, Ida. Merci beaucoup. C'est la fin de cette deuxième partie. On se retrouve juste après cette coupure pub pour parler avec Julien Vrignot. Dans la troisième partie de cette grande émission consacrée à Julien Vrignot. Julien Vrignot est un sculpteur, designer, entre autres, qui est basé à Venanceau et qui est surtout l'artiste qui a réalisé le fameux trône du Hellfest, le trône en Gibson dont on va parler, parce que là, il y a eu du boulot, je suppose, Julien. D'ici quelques instants, la suite de la chronique de Jérémy sur la bande dessinée. Max sera là. Il a déjà installé ses toutes petites affaires, là. Mais alors, ce fameux trône, Julien, parce que ça c'est une fabuleuse carte de visite, on est d'accord. Comment c'est passé déjà, pourquoi c'est vous qui avez fait ce fameux trône du Hellfest Johan m'a envoyé... Qui est le second, enfin pas le second, mais qui est le vice-président de l'association du Hellfest. Qui est passé par en fait, les luminaires, je les ai pas fait pour le Hellfest, je les ai fait pour la CEMAF. Qui fabrique la structure. Voilà, qui gère. Donc en fait, il a demandé mes coordonnées à Mathieu, donc le commercial, parce qu'il avait ce projet-là. Donc du coup, il m'a proposé, il me dit, ça te dirait de faire un trône en guitare ? J'ai dit, oui, bien sûr. Alors du coup, il me dit, fais-moi un projet. Donc le cahier des charges, c'était que c'était quand même un trône en guitare. Ouais, c'était le truc, c'était l'inspiration Game of Thrones. Ouais, là on voit Ben Barbeau qui est le monsieur, le boss, le président, ouais. Donc, du Hellfest. Donc la problématique, c'était le cahier des charges, c'était un trône en guitare, des vraies guitares bien sûr, et sur la base de Game of Thrones. Donc, qui est la fameuse série que tout le monde s'arrache. Et il y en était plusieurs sur le dossier. D'accord. Il y avait des grosses structures comme Monique Lamouche ou Jimix aussi. Jimix, c'est lui qui a fait ne serait-ce que celle-ci, c'est la statue pour Lemmy Kilmister, la grosse statue énorme. D'accord. Et donc des grosses boîtes, donc avec beaucoup de personnel. Donc moi ils m'ont proposé, donc j'ai fait mon projet. Je suis arrivé tout penaud. Tout seul. C'est mon projet, voilà. Puis elle dit carrément. Donc je dis merci, d'accord. Comment ça se passe ? Donc après c'était une négociation avec Gibson. Alors, parce que là, donc vous avez dessiné le trône. Oui. Julien, vous avez dessiné le trône, vous avez présenté votre dessin. On l'a modélisé en fait avec un ami, qui me l'a modélisé en 3D. D'accord. Donc ça a été assez long parce que fallait modéliser ça, après faire tout un schéma. Et puis c'est vraiment la modélisation. Après, ça a été plus compliqué pour le mettre. Alors oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est monumental. Alors, je voudrais parler à tous mes amis musiciens qui souhaitent avoir une Gibson. Julien, vous avez reçu combien de Gibson ? Parce que ce sont des Gibson. Sur la première fournée, en 80. C'est-à-dire qu'un jour, il y a 80 Gibson, impeccables, qui arrivent chez vous. 2 mètres cubes de guitare qui sont arrivés. Exactement. Sachant que la Gibson, c'est l'une des guitares mythiques. Il y a 2 marques assez mythiques. Voilà. Et donc, vous en avez cassé. Oui, j'en ai cassé, j'en ai tronçonné, j'en ai cassé. Déjà, il a fallu démonter tous les accessoires dessus, donc les clés, les cordes, tout ça, parce qu'elles arrivaient, elles jouaient, hein. Donc c'était des guitares qui jouaient. Oh, mon Dieu. J'ai un ami luthier qui est venu et j'ai cru vraiment qu'il allait tomber en larmes. Il est rentré dans mon garage, bloqué, parce que c'était tout aligné, je les avais toutes rangées en plus, donc bloqué, choqué. Choqué de tant de Gibson dans un même endroit. Ce qui est très très... C'est ça, mais il était choqué, quoi. Et donc ça a été livré par Gibson, c'est Gibson qui l'a... Oui, par transporteur. Mais c'était vraiment, je vous dis, 2 mètres cubes, c'était des cartons sur palette qui faisaient 1 mètre de haut. En plus, le livreur m'a livré ça. N'importe quel puriste aurait vu ça. Et quand je vois les gars, ils prennent leur guitare, la posent avec du coton. Il avait sorti la palette, elle est tombée par terre. Mais elles étaient toutes stockées là-dedans. Mais c'était voué à... C'était des guitares qui sont c'est marqué used dessus, elles sont frappées used. Parce qu'elles sont... C'est des guitares qui sont soit en démo, soit un défaut de vernis, soit un défaut de manche. Donc elles sont mises au rebut.
Mais Maître Robin Gibson... mais c'est rien, aux États-Unis, ils ont des containers entiers, quoi. C'est ça. On va en reparler évidemment de ce trône. On va faire juste un petit point manga, Jérémy. Alors, le deuxième qui est toujours sur la thématique du harcèlement, c'est ça? Voilà, alors là, autant le premier, Sacha, alors j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Oui, Sacha, les auteurs. l'auteur, c'est Yatu. C'est une jeune femme qui vient de la blogosphère, à la base. Donc, qui avait commencé à faire des petites histoires sur son blog perso. Elle en a fait sur le logement à Paris, sur les stages en entreprise. Et c'est elle qui est arrivée avec l'histoire de cette petite demoiselle qui débarque au collège aux éditions Grand Ouest. Ok, voilà. Alors là on parle et donc là je vais vous parler de Silent Voice qui lui pour le coup est un manga, donc qui dit manga dit bande dessinée dont l'auteur est japonais, ça ne veut dire que ça. L'auteur c'est Yoshitoki Oima. Bien sûr. Tout à fait. Vous pouvez le redire? Il s'est entraîné pendant une semaine. Yoshitoki Oima. Vous êtes entraîné pendant 15 jours à ça. Ah, ben, c'est mon métier quand même. Oui c'est vrai. Les éditions c'est Kiun. D'accord. Et donc là, on est aussi sur le thème du harcèlement, mais alors contrairement à Sacha, on n'est pas véritablement sur, je dirais, la détresse de la victime, on va être sur la culpabilité du bourreau. D'accord. Je disais tout à l'heure que souvent, dans le cas d'un tyran, lorsqu'on les met devant le fait accompli, qu'ils prennent conscience de ce qu'ils ont fait, il arrive qu'ils regrettent. Quand ils peuvent s'excuser et obtenir du pardon, ça se passe bien, dans ce cas-là, ce ne sera pas le cas. D'accord. Donc Silent Voice, on est sur une histoire déjà qui commence au collège. On suit deux jeunes, un garçon et une fille, Shoko et Shota, pour information. Et elle est malentendante. D'accord. Elle est malentendante, elle a un petit calepin avec elle en permanence sur lequel elle écrit pour essayer de communiquer. Elle dit aux autres, vous pouvez écrire dessus pour parler avec moi, ça se passe très bien. Elle est mignonne comme tout. Franchement, c'est un ange. Elle a un cœur gros comme ça. Sauf que ça lui pose problème, son handicap, parce que les autres le prennent pas forcément très bien, l'acceptent pas forcément très bien. Elle ralentit la classe. Pour peu qu'elle veuille s'inscrire à la chorale pour la fête de l'école, je vous raconte même pas le désastre. Et ça va amener à un comportement vis-à-vis d'elle qui va être problématique. D'accord. Shoya, lui, va être un petit peu le leader du groupe voilà. D'accord. Alors, il n'a pas vraiment conscience, mais il va la tester pour voir jusqu'où ça peut aller. C'est un garçon qui s'ennuie, il a besoin de se mettre au défi, et il va essayer d'aller voir jusqu'où elle peut supporter. D'accord. Sauf que ça va mal se finir, elle va changer d'école, ça va lui retomber dessus, il va devenir la cible de toute sa classe. À mesure qu'il va changer de classe et changer d'école, sa réputation va le précéder, ce qui fait qu'on le retrouve au final, 5 ans plus tard, donc dès le deuxième tome, 5 ans plus tard, ils ont grandi, tous les deux. Sauf que lui, depuis 5 ans, il s'est complètement fermé au reste du monde. Il voit des croix sur la tête des gens et il s'est complètement coupé de tout. Oui, c'est pas joyeux, votre non, truc, hein. il en est à un stade où il en est rendu à vouloir se jeter d'un pont parce qu'il n'en peut plus. Ok. Mais avant, il veut faire une dernière chose. Il veut la retrouver. D'accord. Il veut s'excuser et ensuite il ira se jeter. Il la retrouve. Ah oui, il va se jeter quand même. Il va se jeter quand même. Peut-être qu'il la retrouve, il tombe amoureux. Restez dans notre émission. Voilà. Il y a un peu de ça. C'est là pour le coup, il va. C'est positif. En fait, il va la retrouver. Entre-temps, il a appris le langage des signes pour être sûr de bien se faire comprendre. Ah, d'accord. Elle va accepter d'écouter ce qu'il a à dire. Ouais. Et elle va pratiquement lui pardonner comme ça. Lui, voyant ça arriver, il se dit non mais c'est pas possible. D'accord. Avec tout ce que je lui ai fait, ça suffit pas. Voilà. Et il va décider non plus de se jeter, mais d'essayer de lui faire autant de bien que ce qu'il a pu faire comme mal auparavant. C'est quelque chose qui est très lumineux en fait. Ça a l'air un peu glauque, un peu sordide comme ça, mais en fait c'est très lumineux. Dès le départ, on voit qu'il y a une petite lueur d'espoir au bout du tunnel, qui sont sur le bon chemin, qui vont y arriver, mais il va falloir le mériter. Et ça se lit à l'envers. Ça se lit à l'envers pour nous, parce que les Japonais lisent et écrivent de droite à gauche. Mais ça se fait relativement bien. C'est en noir et blanc, d'accord. 7 tomes seulement. D'accord. Et c'est en noir et blanc parce qu'ils n'ont pas le temps de faire les couleurs. Et c'est vrai? Ouais. C'est vrai? En gros... Très vite, Jérémy, parce qu'on est en train de dépasser. Au Japon, les mangas sont prépubliés dans des magazines. Toutes les semaines ou tous les 15 jours, ils ont un chapitre à sortir. Ah oui, donc un chapitre, c'est entre 18 et 22 pages. D'accord. 18 et 22 pages, scénario, texte, dessin, livraison compris. En une semaine ou deux, c'est impossible. D'accord. Et ça s'appelle? Ça s'appelle A Silent Voice, aux éditions Kion. Et vous pouvez le retrouver au comptoir de la BD au Sable d'Olonne, puisque Jérémy, il est du comptoir. Et j'espère un jour dans toutes les écoles. Voilà. Ah ben voilà. Sur le thème du harcèlement scolaire, entre autres. Merci beaucoup, Jérémy. Tout de suite, c'est Max. Bonsoir. Et j'espère que vous êtes au niveau parce que la semaine dernière, c'était quand même carrément haut. Hein. Ah bah oui. Mais là, je suis venu sur une autre directive, j'ai envie de dire. Oula, on va être du côté du marché nocturne. C'est l'été qui arrive. Oui, c'est bientôt. C'est les vacances. C'est les vacances, c'est le soleil. soleil. Et je serai encore cette année... C'est pas vrai.
sur le marché nocturne de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc n'hésitez pas à venir parce que je vais vous présenter plein de tours de magie qui sont pour le grand public. Donc vous pourrez les refaire après, etc. Je vais vous les montrer. Vous les vendez? Oui, on les vend, puis on explique bien sûr à l'achat du tour, hein, parce qu'il faut bien repartir en sachant comment ça marche. Ce serait un petit peu dommage de partir. Vous avez des tours pour les enfants, par exemple. Ça, c'est bien. Un foulard rouge et un foulard bleu. C'est bien. D'accord, qui sont annoués et attachés au milieu, d'accord. Le petit enfant, il se retourne, et là, hop, qu'est-ce qui s'est passé? Touc! Changement de couleur. J'ai même rien vu, moi. Bah oui, écoutez, c'est un tour de magie quand même. Ah Hein, oui, magicien professionnel alors, quand même. Hein, vous avez... alors, tiens, ça, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une alors ça, perruque. je ne le vends pas, bien sûr, mais j'ai pensé à vous comme... oui, on me pose beaucoup de questions sur mes cheveux. Voilà. Donc, voilà. Et ben, je vous ai apporté, tiens, passez là. Je la passe? Voilà, attendez, Attendez. je vais passer au salon. Enfin, vous me faites Je vous la mette? Non, je vais la mettre là. Regardez, par derrière comme ça, hop là. Ah non, je vais pas la mettre. Oh, si. Aidez-moi donc. C'est bon, laissez passer un petit peu de votre brun. élastique. Laissez passer un petit peu de brun quand même. Hein. Alors, ben voilà. Alors voilà, les gens m'ont demandé pourquoi je bien, voulais... à la rentrée, elle sera comme ça. Voilà. Mais c'est quoi le tour de magie? Ah non, c'est un petit cadeau pour vous. Oh ah là oui, là. donc c'est pour être ridicule, quoi, en fait. Pas du tout, c'est pas mon genre, hein, n'est-ce pas? C'est Laetitia Casta dans Brigitte Bardot. Alors, je vous ai apporté un petit... Alors ça, c'est très sympa, vous allez voir. Allez, j'arrête. C'est un jeu de cartes, un petit tour de cartes, avec ici, donc il y a 4 rois, d'accord? Ouais. Les rois noirs sont face en l'air, Ok. et les rouges font face en bas. Ouais. D'accord? Alors regardez bien. Hop là. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a, sans faire de manipulation, ça marche tout seul. Hein. Ah, ça on a les rouges. inversé. Donc forcément, les noirs sont en bas. Bah, on sait pas. Bah oui, ça c'est... Tiens, regardez. Attendons. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a Carélas. Ça m'énerve. Sympa, ça. Ça, c'est vachement bien, c'est pour ça. tout public, hein, évidemment. Hein. Aucune technique, aucune manipulation, ça marche tout seul. C'est pas trop compliqué. C'est très facile. D'accord. Ah bah sinon, je ne serais pas là. Alors là, regardez bien, je vous ai apporté, c'est un petit, comment dirais-je, oui, une petite poche, un petit pochon, oui, avec absolument rien à l'intérieur. Ah si, un petit verre luisant, mais qui brille plus puisque c'est le jour. Ah, regardez bien. Abracadabra, qu'est-ce qui s'est passé là à l'intérieur? Attention. Ah, il me fait peur. Gadé. Eh, c'est adorable. c'est beau, ça. C'est très poétique, ça. Oui, c'est poétique, ça. Regardez, on en met un par ici. Oh, je vais en mettre un autre par là. Parce qu'il y en a d'autres? Non, il n'y a rien dedans. C'est comme le sac de Mary Poppins. Exactement. C'est exactement la même chose. Abracadabra. Et là, regardez, le petit enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il se retrouve avec un autre aquarium. Un aquarium avec des poissons en forme de fleurs. Hein, regardez. En papier. En papier, oui, bien sûr. Oui, C'est vachement sympa. Abracadabra, kiff, boricole, qui je sais plus quoi, pisut. Qu'est-ce qui s'est passé là? Attention, regardez bien. Hop. Coucou. Et on peut faire ça à l'infini? À l'infini, mais enfin bon, j'ai d'autres tours aussi, on va peut-être faire d'autres aussi. Tiens, ça, je vais le mettre par là. Alors ça, un tour de cartes. Le jeune, il prend son paquet, il dit, je vais vous faire un tour de cartes de malade, un truc de fou. Puis finalement, non, je vais pas vous faire un tour de cartes, mais je vais vous faire mieux qu'un tour de cartes. Ah, et c'est quoi mieux qu'un tour de cartes? Ben, un deuxième tour de cartes. Eh bien, pourquoi pas, mais regardez bien, grâce à ce petit boîtier... Un tour de boîtier, ouais. C'est un petit boîtier pour mettre le jeu de cartes, pour pas l'abîmer lors du transport. Vous mettez le petit jeu de cartes à l'intérieur, et là, boum, il a disparu. C'est marrant. C'est énervant, hein. On est d'accord, hein. Julien, bien, il est comme ça, il non est hyper tendu. Il n'était pas tendu, et maintenant, il est hyper tendu. Mais non, faut pas. C'est Julien, c'est ça, hein. Bon. On l'a vu l'ouvrir et le députer juste avant, donc en fait... Tiens, question, est-ce qu'il y a déjà eu de la magie au Hellfest? Oh, sûrement, oui. Mais déjà, le Hellfest, c'est de la magie. Ouais. Oui, bien sûr, mais un tour de magie un tour de magie avec un trucage, etc. Évidemment, il y a une ambiance magique. On va demander à Ben Barbeau. Possible. Non, mais je sais pas, par exemple, une panthère dans une cage, puis abracadabra, Metallica arrive en faisant abracadabra, et à la place, c'est les Gibson. Ben, ça pourrait... Non, je sais pas. C'est exemple. une idée. Hein? C'est une idée. Bon. Proposez vos... Alors, tiens, pour les projet. enfants, ça, revenons au marché nocturne. Très D'accord, vite, pour les enfants. mon petit Max. Très vite, d'accord. Là, vous avez des bonbons pour les enfants, d'accord. Alors, je vous en donne pas parce que ça, c'est un exemple. Ils ont 3 ans. Ça fait 3 ans qu'ils sont dans la boîte. Hein. Ils sont un petit peu périmés. Oui. D'accord. Allez, fait abracadabra. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus les bonbons. Eh ben, il n'y a plus de bonbons, il n'y a plus rien. D'accord. Donc, si on achète la boîte, c'est ça? Oui, il y a les explications avec. Il y a la notice. Bien sûr. On peut le faire pour gagner de l'argent aussi. On met des Non, pièces, mais ça marche pareil. exactement. Oui, bien sûr, ça peut être. C'est la boîte à secret. C'est la boîte à secret. Vous mettez ce que vous c'est voudrez. génial. Du moment que ça rentre dans la boîte. C'est tout, mon petit Max. Mais c'est déjà Oui. pas mal. Eh bien, écoutez, je sais pas, moi j'ai encore une petite 30 secondes. Non. Alors, eh bien, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Et la dernière de la semaine. Oui, et je viens avec une surprise de Tahiti. De Tahiti? Oui. Ah, sympa. Ce sont On des voit amis ça. qui viennent de Polynésie. C'est vrai? Ils seront là la semaine prochaine. Faites comme chez vous. Pour vous faire un petit tour. Au Et je vous dis à revoir. bientôt. Merci beaucoup.
Vous pouvez avoir toute l'actualité de Max sur son site internet maxleriochet.com et il sera là la semaine prochaine. On va terminer tranquillement cette émission sur vous, Julien. Donc on a parlé du trône avec les Gibson. Je crois que vous l'avez juste un peu modifié cette année. Il existait l'année dernière, oui, évidemment. C'est exactement le même. C'est un peu le tuning cette année. Oui, c'est ça. Non, parce que du coup, c'était juste remodeler un peu, le réparer surtout, parce que la dernière, 3 jours de Hellfest, en plus il était mis un endroit en extérieur. Ouais. Donc les premiers jours ont été un peu pluvieux. Et surtout, pas mal de festivaliers avec des bottes et du gravier. Ouais. Mais vous disiez que les festivaliers n'osent pas s'asseoir non, sur cette année, le trône. Vraiment, il était mis dans un autre endroit cette année. C'était un peu plus confidentiel. Enfin, plus confiné. Et les gens n'ont pas osé, en fait. Par respect pour l'œuvre, en fait. Peut-être, on ne sait pas trop. Alors du coup, l'année prochaine, on réfléchit à comment les amener sur le trône, quoi. Pardon. On va pas la refaire. Les projets aujourd'hui, Julien, c'est quoi ? Vous êtes en train de travailler sur quoi, par exemple ? Là, en ce moment, c'est beaucoup de verrières. Beaucoup de verrières, parce que c'est une grosse tendance. Les gens veulent beaucoup de verrières pour les séparations. Ouais. Il y a encore beaucoup de verrières. Des luminaires encore aussi, certains. Peut-être partir un peu en vacances quand même. Ouais. Aussi, parce que là, depuis quelques temps, c'est la tête dans le guidon. Depuis la création, on n'a pas dit, mais vous êtes installé depuis ça bosse, 2000... Alors, vraiment, que je fais que ça depuis 1 an et demi. Ah oui, d'accord. Je fais vraiment que ça, c'est mon seul travail depuis 1 an et demi. Et donc ça a quand même Enfin, ça a plu tout de suite quand même. C'est le bouche à oreille qui a permis ça. Alors, ce que je fais, c'est de la niche, en fait. Ce que je fais, c'est vraiment, il n'y a que moi qui le fais, entre guillemets, il n'y a pas que moi, mais je suis un des seuls à le faire. C'est très spécifique. C'est spécifique, voilà. Ouais. Donc, du coup, cette clientèle-là, il n'y en a pas beaucoup non plus, mais ça va vite entre eux, quoi. Ça discute vite. Donc voilà, c'est ce qui fait que j'ai fait des trucs assez monumentaux. Le Hellfest m'a fait une très très belle pub quand même, et ça, je pourrais pas le nier. Et puis après, c'est vraiment bouche à oreille, c'est le réseau. C'est le réseau. Voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous aimeriez rester dans ce style-là ? On parle du Hellfest, du fameux style scandinave trash. Pas nécessairement. J'aime bien aussi faire des choses plus soft, des trucs. Quand je fais des anneaux lumineux tout blancs, c'est très classe et soft, et ça me va très bien aussi. Comme je disais, le Hellfest, c'est vraiment une parenthèse dans l'année. D'accord. Parce que des verrières, il n'y a rien non plus c'est pas non plus transcendant à fabriquer. Mais ouais, le Hellfest, c'est ma parenthèse annuelle, artistiquement parlant. Vous n'aimez pas être mis dans une case ? Pas forcément, non. Je trouve ça un peu... réducteur ? Ouais, réducteur, ouais. C'est très français, ça, de mettre des étiquettes. Hein. Ouais, de se dire, voilà, il est sculpteur ou machin. Non, je suis pas que ça. Donc on n'a pas réglé notre problème. Qu'est-ce que c'est que votre métier alors ? Comment vous définiriez-vous ? Créateur de rêve. Ah oui, c'est vrai, pardon, c'est vrai, j'avais créateur de rêve. Non mais c'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. De faire ce qui n'existait pas, c'est ce que vous disiez c'est ça, aussi. Ouais. Ben, comme cette année, même il y a eu l'ampli aussi. Il y a eu un bel ampli pour Leclerc. Exactement, un gros ampli. Ouais, c'était un truc qui... C'était pas le rêve du patron de Leclerc, mais ouais, c'était un truc qui n'existait pas non plus, quoi. Vous travaillez sur d'autres festivals ? Là, il y avait des projets sur les Nuits de l'Erdre. Ouais, les Nuits de l'Erdre, bien sûr. Ça s'est pas fait cette année, ce sera l'année prochaine. D'accord. Ah oui, donc il y a quand même des projets encore dans le milieu de la musique quand même. Et puis les Vieilles Charrues, ça s'est pas encore fait cette année parce que en termes de budget aussi. Et puis je pense que l'année prochaine, il y aura d'autres choses. D'accord. Voilà. Et le trône en Gibson, vous allez l'année prochaine encore, il sera agrandi encore. On va remettre. Ah oui, agrandi. Ouais. Donc vous allez recevoir encore des Gibson. Ouais, par l'arrière, on va encore mettre toute une couche de guitare derrière. D'accord. Plus après, effectivement, cette problématique d'amener les gens, donc on va essayer de trouver un truc. Qui s'assoit, etc. Peut-être un chemin lumineux en guitare, je sais pas. Ouais. 80 Gibson, hein. 80, plus encore, parce que la première fournée 80 et cette année j'en ai eu encore 40 de livrés. Dites pas ça, c'est indécent. En tout cas, si vous voulez... Ah oui, une petite dernière question. Juste une idée comme ça, pour que ça attire les gens, à la limite, pourquoi sur l'ensemble des Gibson, des 80, bientôt 120, que sais-je, on n'en laisserait pas 2 ou 3 jouables sur lesquels les gens puissent aller... Ça a été fait l'année dernière, en fait, sur le stand Woodbrass. D'accord. Les gens pouvaient jouer. Ouais, en fait, il y a eu un concours de guitare, et les gens jouaient, ils montaient, donc plutôt que de mettre une estrade, ils ont mis le trône, et les gens montaient sur le trône pour jouer. Donc il y avait un concours qui faisait gagner une guitare, une Gibson.
Donc du coup, c'était extra. Donc les mecs, ils montaient tous sur le trône pour jouer et c'était vraiment bien. Il y a une petite vidéo qui a été faite par Woodbrass, elle est en accéléré, on voit, c'est hyper bien. Si vous voulez évidemment contacter ou voir le travail de Julien, il y a 2 choses. Il y a son site internet qui s'appelle 102gab.com qui va être aussi remanié. Qui n'est pas mise à jour, mais qui va être en cours. Et puis il y a surtout la page Facebook, c'est là-dessus. C'est 102gab aussi. C'est ça. C'est 102gab. Ça change rien. 102 avec le chiffre, Gab, parce que c'est l'ancienne adresse, c'est ça? C'est la première adresse. C'est la première adresse de votre atelier. Instagram aussi. Insta aussi. Instagram, 102gab avec le tiré du bas après. Et vous pouvez le contacter directement. Julien est à Venanceau. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne suite, bon projet. En tout cas, vous pouvez revenir quand vous voulez nous parler de vos sculptures et de vos œuvres. Vous êtes le bienvenu. Aïda, on se revoit très vite. Bon été. Bien, merci à vous aussi. Jérémy, la même chose. À la rentrée, évidemment, puisque la semaine prochaine, c'est la dernière semaine de grande émission avant la grille d'été, avant les programmes d'été. Je vous souhaite un très bel été à tous les deux. Je vous souhaite une très belle soirée à vous. Je vous embrasse.